Compostelle, un mot, une ville symbole d'une aventure, d'une quête mais aussi de fraternité, de partage, d'humilité et de joie. C'est un pèlerinage extérieur mais surtout intérieur. Tout part de Lunel, à côté de Montpellier. Nos amis vont prendre le train et le bus, direction Aire-sur-Adour. Départ donc de la gare de Lunel, direction Toulouse, puis Auch en train. Ensuite le bus jusqu'à Aire-sur-Adour. Arrivé en fin de journée à Aire-sur-Adour, et plus exactement au gîte La Chapelle des Ursulines. Le gîte est installé dans une ancienne chapelle construite en 1871 et aujourd'hui désacralisée. Première étape, Aire-sur-Adour, Arzac-Arraziguet, 33,5 km. C'est parti pour le petit déjeuner. Départ pour cette première étape sous le ciel gris. En avant pour un périple de plus de 230 km en 9 jours. Il faut suivre les symboles du GR65, chemin de grande randonnée, qui conduisent jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Suivre également les coquilles Saint-Jacques présentes tout le long du chemin, nous rappelant que ce chemin de randonnée est aussi un chemin de pèlerinage. Première étape, plutôt plate. Les Pyrénées ne se font pas encore sentir. Passage à Miramont-Sansac, où nos compères sont à 1000 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. La coquille est très présente sur le chemin, sous de multiples formes. Les bords de route sont toujours très fleuris, ici de magnifiques aromes. Ici, une petite mairie fonctionnelle. Malheureusement, la météo ne permet pas de profiter pleinement de la table d'orientation. Deuxième étape, Arzac-Arraziguet, Arthez de Béarn, 30,4 km. Poursuivons sur la deuxième étape, départ brumeux, mais le soleil sera là à midi. La marche, l'aventure se poursuit. La route devient un peu plus vallonnée. Ces fleurs jaunes accompagnent nos pèlerins sur leur parcours. À une pause café, rencontre avec un chien errant des plus adorables. Un nom lui sera donné par Mike, Jackson. Jackson accompagnera nos amis sur plus de 20 km.
Superbe halte de repos pour les pèlerins, avec quelques citations et des objets représentant la fraternité et les échanges sur le chemin. Jackson est toujours là, il accompagne nos amis. Troisième étape, Arthez de Béarn, Navarinx, 31,8 km. Direction Navarinx. Nos amis croisent de paisibles vaches. La tradition du caillou sur la borne. Le pèlerin prend un caillou au départ de chez lui et le dépose sur la borne. Un autre pèlerin le prend et le dépose sur une autre borne présente sur le chemin et ainsi de suite. De pèlerin en pèlerin, le caillou arrive à Santiago. Parfois, une petite pause s'impose. Les remparts de Navarinx, ville fortifiée du XVIe siècle, symbolisent l'arrivée de l'étape. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les fortifications de cette ville rappellent celles de Vauban, mais celles-ci ont été construites un siècle auparavant. Le nom de Navarinx viendrait de Sponda Navarensis, qui signifie limite navarraise. En effet, Navarinx, dès l'origine, fut une ville frontière entre la France et la Navarre. Et oui, vous connaissez sûrement l'expression roi de France et de Navarre. Vue sur le gave d'Oloron depuis les remparts de Navarinx. Quatrième étape, Navarinx à Roux, 20,2 km. Ces statues saluent les pèlerins pour leur étape à venir, direction Arroux. Et toujours les fleurs qui accompagnent nos pèlerins. Une petite rivière, le Saison, qui délimite le Béarn du Pays Basque. Et en bordure, un abri pour pèlerins. Cinquième étape, Arroux, Ostabat-Asm, 24,2 km. Aujourd'hui, direction Ostabat. Départ sous un ciel gris, mais la pluie n'est pas loin. Voici la stèle de Gibraltar, carrefour où se rejoignent les voies du Puy, la voie de Paris et Tours et celle de Vézelay. Après une petite ascension sous la pluie et le vent, rien de tel qu'un petit café chaud pour se réchauffer à la chapelle de Soyarza. Sixième étape, Ostabat-Asm, Saint-Jean-Pied-de-Port, 22,2 km.
Départ pour la dernière étape française, direction Saint-Jean-Pied-de-Port. Les conditions sont de plus en plus difficiles. Pluie, vent, température fraîche et ce n'est pas fini. Passer par la route n'est pas des plus sécurisants, mais au moins cela évite les chemins avec 30 cm d'eau. Les Pyrénées approchent. Cela se voit dans les paysages et se sent dans les jambes. Bien à l'abri des éléments, ces joueurs de pelote basque peuvent s'entraîner. Et croyez-moi, ils mettent beaucoup d'énergie dans la frappe de la balle. Arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Septième étape, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux, 24,9 km. Aujourd'hui, départ sous la pluie. Michel et Sylvain testent le nouvel habit anti-pluie hyper technique. Le sac poubelle 160 litres. Partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est à environ 150 mètres d'altitude, nos amis vont passer par des cols culminants à plus de 1400 mètres. Une halte au refuge Auberge d'Orisson à 800 mètres d'altitude. Une sensation de chaleur qui fait du bien pendant quelques minutes avant de repartir profiter de la météo. Le chemin, c'est la rivière, à moins que ce ne soit l'inverse. Et pour clôturer la montée, un élément qui fait plaisir à notre Michel, un peu de neige. Descente sur Roncevaux. Nos compagnons préfèrent les feuilles à la neige et rêvent à présent de chaleur. Nous arrivons à l'église collégiale royale de Santa Maria de Roncevaux.
La partie auberge de la collégiale peut accueillir jusqu'à 180 pèlerins. Le seul regret, malgré la majestuosité des bâtiments, l'attente. Plus de 3h30 de patience, mouillé, glacé avant d'obtenir les lits. Les hospitaliers ont expliqué ce délai interminable par une affluence beaucoup plus forte que d'ordinaire. Huitième étape, Roncevaux, Lara-Soana, 27,2 km. Au départ de leur avant-dernière étape, nos pèlerins longent les chapelles de Santiago et du Saint-Sépulcre. Nos amis retrouvent enfin le soleil sur les terres d'Espagne. Beaucoup de monde sur le chemin. Cela a été un changement radical par rapport aux dernières étapes. Une majorité de pèlerins partent de Roncevaux, notamment pour éviter, surtout en cette saison, les passages des cols. Et on peut les comprendre. Rien de tel qu'une petite pause avec l'ambiance espagnole. Petit passage à gué pour traverser une rivière. Faut bien viser où on met les pieds. Neuvième étape, Lara-Soana, Pampelune, 18 km. Dernière étape pour nos amis, direction Pampelune. Que de coquillages sur les façades des maisons. L'entrée dans la vieille cité de Pampelune sous le salut de Michel, Stéphane et Laurent. Nos pèlerins du sud de la France posent un pied dans la capitale de Navarre, Pampelune. Après avoir découvert avec eux leur périple, si nous leur posions quelques questions. Alors, Compostelle. Compostelle, bien, la première étape, première vraiment grosse étape faite, donc fatigué, mais heureux, content.
À Compostelle, c'est un grand moment. Un grand moment qu'on vit à plusieurs. Pour moi, c'est ça, Compostelle. C'est une aventure, avec un grand A, moi je dirais. Compostelle, écoute, Compostelle, ça veut dire champ d'étoiles. Et moi, je pense que ça le définit assez bien parce que cette expérience, en fait, on a les pieds dans la boue, dans la terre. C'est super physique. On est à 100% dans la matière. Et on a du début à la fin la tête dans les étoiles. Je trouve que c'est un résumé qui va assez bien. Super expérience, beaucoup d'amitié, beaucoup de profondeur, de la nature, des belles rencontres et des souvenirs inoubliables. Compostelle, qu'est-ce que je pourrais dire Compostelle? C'est quelque chose, comme une quête, comme quelque chose que tu essayes d'accomplir ou de suivre. Tu sais même pas trop qu'est-ce que tu vas faire en fait. Mais chaque jour en fait tu avances et tu fais le parallèle un peu de ta vie. Tu choisis, enfin tu avances, tu te dis tu n'y arriveras jamais, et finalement tu y arrives. Tu ralentis, mais finalement je pense que c'est ça Compostelle. Avancer dans la vie, tout simplement. La première fois que tu as entendu parler du chemin? Je voyais ça comme une aventure à vivre si on s'en donnait les moyens. Au début, je voulais pas spécialement parce que ça demandait beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes dans la vie quotidienne, c'est pas évident à mettre en place. Mais pour l'avoir fait, c'est relativement simple en fait. Il suffit de se donner les moyens et d'oser vivre l'aventure. Alors on m'en a pas vraiment parlé, ça s'est fait dans un contexte tout à fait inattendu, en fait ça s'est fait dans un repas. On n'était pas, moi j'étais pas spécialement en recherche d'une quelconque expérience de pèlerinage. Et dans un repas, un groupe d'amis en parlait. Moi, je me le représentais pas vraiment, en fait, si tu veux. Mais après, quand ils en ont parlé, il y avait une notion, forcément une connotation un petit peu religieuse. Donc il y avait cet aspect-là. Moi, lorsque je m'y suis engagé, ce n'était pas dans cet esprit-là, c'était plutôt dans un esprit de dépassement de soi, je pense, au départ, et de recherche de spiritualité. Donc il n'y avait pas cette notion cette connotation religieuse. Compostelle, je dirais qu'il y a un esprit de franche camaraderie. Là, tout d'abord. Non, voilà, c'est vrai qu'il y a franchement, honnêtement, il y a la camaraderie. Et il y a le côté aussi, ouais, quand même côté spirituel, un peu la marche, ce que représente Compostelle, le pèlerinage. Et en fait, c'est vrai que Compostelle, vraiment l'envie, initialement, je pense que vraiment le faire un mois et demi, c'est-à-dire par exemple Arles, Montpellier, Compostelle, Santiago, ça serait super. Comme on ne peut pas dans nos vies, je trouve que c'est bien ce qu'on fait de 300 km ou 200 km par an. On s'adapte à nos vies modernes. On travaille tous. Donc voilà, je dirais que Compostelle pour moi c'est ça, l'esprit de franche camaraderie et le côté spirituel de Compostelle quand même et le côté sportif. Voilà, la marche quoi. Je dirais que pour moi il y a ces trois aspects-là quoi. Moi je comprenais pas, qu'est-ce que c'est Compostelle? Je voyais mon père partir avec ses copains, les mecs ils marchaient toute la journée sous la pluie, ils en chiaient, mais ils étaient contents chaque année d'y aller. Donc pour moi, non. Franchement, je comprenais pas trop ce que c'était. Il n'y avait pas de plaisir là-dedans. Et après, ça a changé. Alors la première fois de Compostelle, moi j'ai entendu parler chez un ami, Jamal. On faisait un repas et puis Stéphane et Michel qui ont parlé de leur aventure qu'ils avaient fait auparavant. Une aventure épique avec des moments assez incroyables, des kilomètres qu'ils ont endurés, des souffrances assez incroyables quand tu les écoutais. Et puis je me suis dit, bah banco quoi, voilà, et puis c'est comme ça Compostelle, première fois je me suis dit, allez on y va quoi, ça a l'air sympa, on y va. Un mot pour définir Compostelle? Pour moi, ce serait comme une petite quête. Tu vas chercher un petit peu l'aventure, un petit peu
Une sorte de quête, voilà, une recherche. Partage. Partage, que ce soit sur le chemin, partage que ce soit le soir, le matin, à tout moment on partage en fait. On partage ensemble des choses énormes, quoi, et de la souffrance, oui, quand on marche, comme hier où on a fait une montée à 1004 et redescendu, on a croisé la neige, le vent, le froid, on était trempés. Mais on partage quand même si des fois on ne marche pas toujours ensemble, mais en fait on partage à chaque fois des moments énormes, quoi. Je te lis ce que je ressens, heureux, sympa. Heureux, sympa. Ouais, c'est les mots qui me viennent tout de suite là. Parfait. Heureux parce que vraiment, après une journée comme ça, on crée des endorphines, quoi. Enfin, en gros, des hormones du bonheur, ça s'appelle. Et puis en fait, voilà, t'es rompu, t'es repu, quoi. T'as fait ton sport, t'as rigolé, t'es nickel, quoi. Ouais. Un mot, c'est l'aventure de sa vie. Et côté spiritualité? Pour moi, énormément de choses. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris le chemin, j'étais en quête de profondeur, d'une meilleure connaissance de moi-même et on va dire que la difficulté du chemin aide à rentrer dans cette quête et à pouvoir l'explorer. Du coup, moi, ça m'a toujours plu à l'époque, on disait qu'avant, en fait, t'avais pas de crédential. Et donc du coup, de ce que je sais moi de l'histoire, en tout cas de ce qu'on m'en a dit, c'est que du coup, par contre, tu avais le coquillage. Donc par exemple à Saint-Guilhem-le-Désert, si tu regardes au bas des maisons, c'est au niveau de la pierre, c'est ancré dans la pierre, à chaque coquillage qu'il y avait, et ben en fait tu pouvais te présenter et tu avais droit au logis, au gîte et au couvert, à partir du moment où tu étais un pèlerin. Et les gens fonctionnaient comme ça en fait, tu pouvais dormir chez l'habitant, tu pouvais dormir dans des écoles, suivant les signes de reconnaissance avec le fameux coquillage. Et donc ça m'a plu parce que c'est un côté un peu qui sort un peu de nos vies modernes et qui existe toujours finalement. Finalement c'est toujours un pèlerinage qui continue à exister, quoi, et qui continuera sans doute à exister, quoi. Donc il y a ce côté-là, ouais, vraiment et spirituel et pas vraiment religieux, je dirais plus spirituel, quoi. Ouais. Mais ça se rejoint aussi, quoi. Donc il y a encore ce côté-là, quoi. Ouais. Beaucoup de choses parce que effectivement c'est une transposition immédiate de la vie. On vit énormément d'expériences qui nous transcendent un peu. J'ai une anecdote que j'ai vécue cette année, je peux peut-être en parler, c'est l'anecdote où, arrivé dans un gîte, je trouve un livre dans une bibliothèque, je commence à lire ce livre allongé dans mon lit et finalement il y a un petit bout de papier qui tombe, qui m'invite à recopier une prière 15 fois et à déposer les 15 copies de cette prière dans 15 églises différentes. Alors on y croit pas, peu importe en fait, mais ça nous invite, quoi qu'il en soit, cette expérience nous invite à se poser un certain nombre de questions sur quelque chose de plus subtil que le monde dans lequel on vit et sur des choses qui nous dépassent un peu et qui sortent un peu du cadre, je dirais, rationnel dans lequel on vit. Il y a certainement quelque chose de totalement... On vit dans un monde raisonnable, en fait. On vit dans un monde raisonnable, raisonné, rationnel. Et le chemin de Compostelle nous invite à aller vers quelque chose de complètement différent et à laisser tomber le cadre dans lequel on vit du premier au dernier jour de l'année, quoi. Côté spiritualité, alors je vais reprendre un peu le mot partage, mais c'est l'amitié aussi avec un grand A, je dirais. C'est vivre ensemble une aventure, un partage sur le chemin. Je reviens toujours, sur le mot partage. Et côté spirituel, c'est l'amitié. En fait, on partage des choses qu'on ne partage pas dans la vie de tous les jours. Et ça, on a des moments ensemble qui sont, moi, je trouve, assez incroyables. Alors pour moi, spiritualité, je suis pas très spirituel. Mais des fois, quand tu es en difficulté et que tu es vraiment au bout du bout, je fais souvent une prière. Je me dis, petit Jésus, faites que le pilote d'hélicoptère nous retrouve, parce que pour qu'il vienne nous chercher, parce que je suis mort. Quel est ton moins bon souvenir? Ça va être aussi la première année parce que je n'étais pas assez préparé. Et il y a une étape, on a dû faire 36 ou 37 km.
Il y a un moment, j'en pouvais plus. En 34 km, on voyait que le village était en haut, là-bas, encore, qu'il fallait encore monter 3 km. Je suis arrivé devant les marches, c'était même pas le bon, on n'était pas très loin. Mais je crois que j'ai houspillé, j'ai rouspété sur Michel et sur Stéphane. Mais c'était les nerfs qui lâchaient, quoi. Alors maintenant, c'est un bon souvenir, mais sur le moment, tu le vis pas très bien, quoi. Parce que on va au bout de soi-même. On va vraiment au bout de soi-même. Le plus mauvais, je dirais que c'est pas forcément des mauvais. C'est toujours une blessure ou quelque chose qui est difficile. Mais c'est toujours... au début, c'est difficile, c'est un mauvais souvenir, mais ça devient une expérience. Et quelque chose de bien au final, qui te fait avancer. Je dirais que ça serait plus des moments de fatigue personnelle. Ouais, des moments de fatigue personnelle, avec un peu des fois du goudron, quoi. Je veux dire ça comme ça. Voilà, mais plus des moments de fatigue, quoi. Des moments de fatigue physique où j'ai dû un peu... ouais, des moments presque t'en as marre, quoi. Tu dis, ah putain, merde et tout, je serais mieux chez moi, quoi. Et puis en fait, non, c'est ça qui est bien, quoi. Tu dépasses ce côté-là, j'en ai marre, au final, tu dis, bon, c'est cool, je l'ai fait, on a fini l'étape et tout, quoi. Mais des moments de fatigue, on va dire plus, quoi. Si, j'en ai un parce que j'ai un mauvais souvenir. Il y a quelque temps de ça, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est l'abandon d'un ami qui ne peut pas continuer, qui doit rester là, qui souffre parce qu'il ne peut pas avancer, qui souffre parce qu'il souffre, déjà tout simplement physiquement. Et mentalement, il s'en veut et il peut pas. Il sait que quelque chose s'arrête et forcément ça nous touche un peu. Et oui, c'est un très mauvais souvenir. Donc la fraternité, la camaraderie sont les bases, le socle du chemin de Compostelle. Et quand ceci se disloque, forcément ça fait mal et ça donne un mauvais souvenir. Le plus mauvais souvenir, c'est la première fois que j'y ai été, où j'étais pas bien préparé, où j'ai eu des grosses ampoules sous les pieds, et pendant 3 jours j'ai marché sur des pointes, c'était horrible, quoi, et parce que les chaussures étaient trop grandes, parce que mes pieds n'étaient pas préparés, les chaussures étaient neuves, donc j'ai pas mal souffert. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est ma première année, l'arrivée à Santiago. On n'était pas au bout du chemin parce qu'on voulait aller jusqu'à Fisterra, mais le fait d'arriver à Santiago, c'est symbolique, hein. On arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle et juste derrière, je mettrai le souvenir de Fisterra. On est arrivé à Fisterra, c'est un phare qui se situe carrément sur la côte atlantique et on courait pour aller jusqu'au phare et c'était assez exceptionnel. Je dirais que les meilleurs souvenirs, ce sont les souvenirs de... Ça se mélange, c'est ou les meilleurs souvenirs de camaraderie, de rencontres avec les gens qui sont exceptionnels. Des fois, ils te racontent leur vie, alors, souvent, ils nous racontent leur vie. Mais c'est aussi les galères, les souffrances, où tu dis « j'y arriverai jamais », où tu as été blessé. Et puis finalement, tout s'arrange, tu avances, et ça se fait. Je dirais que c'est un peu lié à, par exemple, le jour d'aujourd'hui, on fait toutes les rigolades, quoi, les franches rigolades. Après, il y a les paysages qui me viennent. Moi, je vois, je sais pas, Conques, par exemple, j'ai beaucoup aimé Conques. Après, il y a tous les beaux paysages qu'on a vus. Et l'épreuve dans le chemin, en fait, quoi. Quand t'en peux plus, presque des fois, t'en as limite marre de marcher, et puis hop, tu continues, et puis finalement, t'y es arrivé, quoi. Donc, ces 3 aspects-là, quoi. La rigolade, les paysages. Et ouais, et puis je retiens Conques quand même. L'abbaye de Conques, ça m'a marqué, ouais. Ça m'a marqué. En plus, c'était ma première étape. J'en ai des milliers, franchement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Le meilleur souvenir, je n'en ai aucune idée. Des ascensions mémorables où on est presque en situation de transe et on le vit de manière réellement profonde, des moments de partage avec les copains, des moments de peine qui se transforment en moments de joie, des périodes de soleil qui viennent juste après des moments de pluie et d'orage et de fatigue.
le chemin en lui-même est une véritable bénédiction. Donc le chemin en lui-même est le meilleur moment, quoi. Pour moi, les meilleurs souvenirs, c'est les rigolades entre copains, c'est la fraternité. Nous, on l'a fait en groupe, donc c'était des connexions profondes entre amis. Mais tellement de choses, quoi. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais pour moi, les meilleurs souvenirs, c'est ça, c'est les copains. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut faire le chemin de Compostelle? Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a un minimum d'organisation, c'est sûr. Point de vue équipement, il ne faut pas se charger, c'est ça. Il ne faut pas du tout se charger. Mais tout le monde peut y aller. Tout le monde peut partir n'importe où, n'importe quand. Et c'est une super aventure, au final. Se préparer, parce que mine de rien, la première année, j'ai souffert comme pas possible. J'étais pas très bien préparé. Donc il faut avoir quand même un minimum de préparation si on veut tenir le coup sans avoir trop de petits bobos. De la crème Noc aussi, c'est Saint-Noc, c'est de la crème qui marche vraiment très bien et pour beaucoup de choses, on l'a vu avec les coups de soleil qu'on a pris et ça marche aussi. Ouais, préparation, il faut quand même un minimum de préparation physique. Après, je dirais que ça dépend des aptitudes physiques de chacun. Je pense que quelqu'un qui fait du sport toute l'année, bon, il va avoir moins de soucis. Quelqu'un qui ne fait pas trop de sport, il faut quand même se préparer parce que sur des étapes comme on a fait aujourd'hui à 30 km, même moi je sais que je fais quand même du sport et pourtant j'ai ramassé, quoi. Après, j'ai plus 20 ans non plus. Mais ouais, je dirais quand même quelqu'un qui est un peu limité physiquement, qui n'a pas l'habitude, il faut se préparer ou adapter les étapes en fonction, quoi. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, il ne va pas commencer par 30 km avec un gros dénivelé. Mais ouais, peut-être s'étirer un peu, se préparer, bien s'équiper. Des choses comme la crème Noc là, pour les ampoules, c'est super important, quoi. Surtout quand tu pars 10 jours. Parce qu'après, je pense que ça peut être frustrant de devoir arrêter, notamment comme on a eu avec Steph, qui est un collègue, voilà, tu dois t'arrêter pour repartir, ça doit être frustrant un peu, quoi. Donc je pense physiquement quand même, il faut un peu se préparer parce que tu portes lourd, tu marches longtemps. Il y a quand même un côté physique, quoi, et sportif, quoi. La crème Noc. Ouais, la crème Noc parce qu'il faut en fait un minimum de préparation, un minimum d'organisation. L'organisation en général, c'est pas moi qui l'a fait, c'est les copains avec qui je pars. Mais on peut partir, je pense, comme ça, sans organisation, c'est faisable parce que le chemin apporte tout ce dont on a besoin, mais c'est vrai que savoir un petit peu où on va, c'est mieux, quoi. Et puis physiquement se préparer un tout petit peu. Et s'équiper en termes de matériel aussi. Ne pas le faire. Ne pas le faire parce que si on le fait, on devient accro à ce chemin et on ne peut plus s'en passer. Donc soit on sait ce qu'on fait, on y va et ça ne nous quitte plus jamais. Soit on le fait pas et au-delà de la blague, non, ne surtout pas faire ce que j'ai fait moi, partir avec un sac, notamment avec Stéphane la première année, un sac chargé à 17 kilos, ça sert à rien. Je pense que ce chemin nous invite aussi à aller à l'essentiel, à trouver l'équilibre dans ce qu'on emporte, qui représente certainement aussi l'équilibre qu'on se doit d'introduire dans nos vies, à aller chercher ce dont on a besoin et pas plus, pas moins. Donc voilà, équilibrer son sac, aller à l'essentiel. Il y a certainement une dose de minimalisme dans tout ceci, donc voilà, essayer de trouver la ligne médiane et l'équilibre et la tempérance qui nous guide dans nos vies et le chemin, je pense qu'il nous invite à aller en ce sens. Et voilà, après 9 jours de marche, de douleur, de froid, d'humidité, mais aussi de joie, de partage, de bonheur et d'aventure, nos amis sont allés au bout de leur quête pour cette année. Mais gageons qu'ils seront de retour l'année prochaine pour marcher en Navarre de nouveau, puis en Castille, pour finir à Santiago, le but de leur périple. Et peut-être même pousseront-ils jusqu'à Fisterra, sur la côte atlantique. Mais cela sera une autre histoire, bien sûr.